à un moment la vie sera plus facile, et donc je pourrai aller faire ce travail. Mais en fait, si la vie n'est pas facile, c'est parce que t'as pas fait ce travail en fait, et que t'es en mode survie depuis tout ce temps. Donc fais ce travail. Quand on fait le travail tout seul sur nous, en général, on va faire du rebranding. C'est pas parce que tu ignores le fait que tu es faible que tu l'es pas, en fait, ça n'a aucun sens. Moi, je préfère quelqu'un qui est bien à l'aise avec sa faiblesse, avec sa perversion, avec ses idées noires, avec tout ça. C'est le moment où j'ai rencontré quelqu'un et j'ai discuté des heures avec, et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était capable de désigner le problème sans juger, que je me suis senti en confiance et que je me suis dit là je peux y aller. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un thème, les croyances limitantes pour se faire accompagner, ou plutôt pour ne pas se faire accompagner en général. Ouais, plutôt. Parce que c'est un truc que moi je vois dans la vie de tous les jours, par exemple à travers mes proches ou quoi, qui disent bah j'ai pas besoin d'aide ou je veux pas me faire accompagner, j'ai pas le temps, j'arrive à très bien faire tout seul le travail ou ce genre de truc. Et donc c'est une vidéo pour parler de ça, pour inciter finalement les gens à aller chercher pour eux. Parce que je considère que c'est important et que faire le travail d'un point de vue travail de fond, accompagnement, travail psychologique, travail sur sa psyché et tout ça, je pense que c'est un truc qui est nécessaire, surtout dans cette putain de société qui est quand même sacrément malade. Quand tu dis aller chercher pour eux, c'est se prioriser? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, pour moi, déjà, pour commencer sur une base très claire, c'est que le travail sur soi permet de passer d'un monde où tu es contre les choses à un monde où tu es pour toi. Ouais, du mode survie au mode vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand tu fais vraiment un bon travail sur toi, je considère que tu vas commencer à avoir de l'énergie pour aller te battre pour toi. Parce que tu comprends que t'en vaut la peine, par exemple, c'est un des trucs de base. Ouais. Et commencer à trouver de l'énergie pour dépenser pour soi et voir ça non plus comme une dépense justement, mais comme un investissement sur soi. Et en fait, c'est qu'une fois que tu as fait le travail à certains niveaux que tu te rends compte que c'est pas cher payé par rapport à tout ce que ça peut t'amener. C'est vrai que je dis souvent que je comprends pas les gens qui voient les choses comme une dépense et non pas comme un investissement, mais en fait déjà pour le voir comme un investissement, il faut déjà avoir une base en termes d'estime de soi. Parce que si tu ne t'estimes pas, que tu ne t'aimes pas, pourquoi tu investirais en toi? Tu te considères forcément que c'est une perte et donc une dépense. J'avais jamais vu ça comme ça. Ou il y en a qui sont trop narcissiques pour se dire qu'ils ont besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, qui veulent pas qu'on bouge aussi les trucs. Ça c'est un truc qui est assez courant. C'est si tu viens bouger quelque chose, tu vas foutre la merde dans mon monde. Mais ça veut dire que c'est pas bien stable. Ça veut dire que t'as peur que le moindre truc arrive dans ton environnement et te mette au sol. C'est qu'au fond, t'as besoin de faire le travail. Oui, tu vois. Et tu sais qu'au fond, t'as bâti quelque chose de fragile et tu reposes sur des fondations qui sont fragiles. Ok, et ben allons-y. Première croyance, je suis trop occupé en ce moment. À chaque fois, on va essayer de décrypter, de lire entre les lignes et de savoir qu'est-ce que ça veut dire au fond. Parce que la croyance ou l'objection, c'est un peu ce qu'il y a en surface. Derrière, souvent, il y a autre chose. Et qu'est-ce que tu répondrais? Du coup, on va faire des stéréotypes autour de ces croyances. Clairement, ouais. Et trouver les généralités, les grandes généralités qu'il y a derrière tout ça. J'ai pas le temps. Déjà, c'est un problème parce que pour moi, ça veut dire que t'as déjà pas de temps pour toi dans ta vie. Et donc déjà à ce moment-là, on peut savoir que il y a peut-être un truc de l'ordre de la suractivité, une fuite en avant justement par cette suractivité. Quand tu as un emploi du temps, en fait, au bout d'un moment, si tu t'aimes suffisamment, tu fais en sorte de ne plus avoir un emploi du temps serré. Ça peut prendre du temps, je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais tu fais en sorte finalement d'avoir du temps pour toi. C'est Nietzsche qui disait, si tu n'as pas plus de je sais plus, 50% ou 75% de tes journées pour toi, c'est que tu es l'esclave de quelque chose. Si t'as pas au moins ça. Ouais. Et donc, la première croyance de j'ai pas le temps, c'est un truc où, ok, donc ça veut dire que le travail est utile pour te créer du temps, pour t'estimer justement, comme tu disais. Oui, si tu me dis je suis trop occupé, j'ai pas le temps, ça induit que tu as particulièrement besoin de faire ce travail, parce que c'est justement parce que tu n'as pas fait ce travail que tu te retrouves dans une situation où tu n'as jamais de temps. T'as jamais de temps parce que tu te sacrifies en permanence. Ouais. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et bon, après, tu vois, il y a les gens qui sont parents ou ce genre de truc, et là, franchement, il y a une charge qui est quand même tout autre. Mais ça n'empêche que je pense que avant de faire des enfants, il y en a beaucoup qui ne font pas le travail sur eux et du coup qui ne se dégagent pas suffisamment de temps pour avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants et continuer à s'occuper d'eux, parce que là, ça demande une charge énorme. Mais il faut créer une forme d'abondance avant, parce que sinon, tu es tout le temps en train de courir, tu es tout le temps esclave
Ouais, non, clairement. Après, des gens qui sont célibataires ou en couple et qui n'ont pas d'enfants, j'ai envie de leur dire, si c'est la première croyance qui te vient, que t'as pas le temps, fais preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle et regarde ce que tu fais de ton temps et comment tu utilises ton temps. Et je pense que tu vas facilement te rendre compte qu'il y a des trucs qui sont au mieux inutiles, au pire totalement contre-productifs et destructeurs pour toi, quoi. Ouais, Qui te réduisent en esclavage. carrément. Ok, ensuite. Il y en a une là qui me vient impulsivement, Vas-y. c'est j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Moi j'ai des potes en fait qui me disaient ouais j'ai pas l'argent et tout. Je passe une journée avec eux, je vois ce qu'ils font de leur thune en général. Je me dis ok, ils sont en train d'acheter des merdes toute la journée. Ouais. C'est cool c'est cool de se faire plaisir. Je suis pas contre le fait de se faire plaisir et c'est bien, c'est important. Mais en fait, pour moi, il y a quand même des priorités et prendre soin de soi, ça a toujours été une priorité pour moi en tout cas. Et quand je les vois utiliser leur thune, je me dis, mais attends, t'as pas l'argent. Mais non, tu utilises ton argent justement parce que t'es stressé dans ta vie et tout. T'as besoin d'avoir des façons compulsives de le dépenser, de dépenser justement pour évacuer un peu cette pression et avoir cette petite gratification de ah, j'ai acheté un petit truc et tout, Oui, oui, qu'on oui. connaît tous Oui. mais qui est c'est pareil, qui est une fuite en avant. Il y en a, j'ai des potes, surtout des potes meufs là-dessus, moi, que je vois. Dans ce que je vois, c'est la fuite en avant pour l'achat compulsif. Il Ouais. faudrait regarder statistiquement Ouais, ouais, ouais. qui est plus concerné. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit les femmes à ce niveau-là. C'est probable. Et puis ouais, donc c'est ça, c'est Sur plus les tu petits vas achats, mal, en tout cas. plus tu vas mal, plus tu as besoin de faire ce travail, plus tu vas te fuir dans des petits achats compulsifs pour ressentir quelque chose et contourner le problème. Donc en fait, la plupart des gens qui vont dire, ou qui vont penser qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, s'ils investissaient pour faire le travail, ensuite, je pense qu'ils arriveraient à maîtriser beaucoup mieux leurs dépenses et à faire beaucoup Mhm. moins de dépenses, donc peut-être qu'ils seraient gagnants en fait. Ouais. L'investissement très très rentable, encore une Ou fois. même au bout d'un moment, quand tu t'aimes suffisamment, tu te respectes suffisamment, tu te dis ok, je veux plus faire ce job qui gagne tant, Hmm. je vaux plus que ça. Et c'est encore une fois la valeur que tu t'attribues Oui, l'estime qui de te soi. permet d'aller chercher pour toi. Ce qui c'est pas un automatisme, c'est pas parce que tu dis ah je vaux plus que demain tu gagneras plus. Juste tu fais en sorte de créer un chemin qui t'amènera au fait de gagner Bah plus oui, parce que tu veux créer un confort de vie, que tu estimes que c'est important d'avoir du temps pour toi et donc tu go quoi en fait. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre des années, mais juste au moins tu es sur ce chemin. bah oui, au moins tu mets l'impulsion. Mhm. Tu te confortes plus dans un truc qui te valorise pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le fameux j'attends le bon moment. Là, je pense que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Je pense d'ici quelques mois, ce sera le bon moment. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ça? J'ai un truc qui me vient, mais c'est plus quel serait le bon moment pour se faire accompagner, moi qui me vient, Ouais. et pas forcément qu'est-ce que ça veut dire derrière. Donc si toi tu as un truc sur qu'est-ce que ça veut dire, je te laisse go. Bah, moi, ce que j'entends entre les lignes, c'est que, au fond, j'ai peut-être peur d'y aller. Mhm. J'ai peut-être pas, il y a peut-être une part de moi qui a pas du tout envie, alors qu'il y a une part de moi qui a très envie de le faire et qui sait que c'est important. Et donc, la facilité, en fait, la facilité, c'est de donner le premier truc qui me vient à l'esprit, à savoir les deux premiers trucs qu'on a traités. Donc, je suis trop occupé ou j'ai pas les moyens. Et si en disant ça, je sens que je me mens à moi-même, peut-être qu'en disant c'est pas le bon moment, je pourrais me mentir à moi-même sans me rendre compte que je me mens à moi-même. Pour moi, c'est la triade des trois trucs les plus évidents Mhm. pour se mentir à soi-même. Toi, Ouais. c'est quoi qui te vient? Là j'ai plusieurs trucs, parce que je l'ai vu dernièrement chez des gens que j'accompagne Ouais, pareil. ou chez des potes même, c'est le truc du destin. Ah là là. Le truc du destin, c'est un truc qui est assez courant en fait quand tu vas creuser chez les gens. C'est le destin me le mettra sur la voie, me mettra le truc, ça tombera sur mon chemin. Et donc il y a vraiment un truc de l'ordre de je suis pas proactif dans ma vie. De toute façon, c'est le destin qui décidera pour moi et j'ai une histoire qui est écrite en fait pour moi. D'ailleurs, c'est dans l'islam où le destin est écrit. Je crois, si je dis pas de bêtises, le destin est entièrement écrit dans l'islam pour les pratiquants, pour Donc les musulmans. nous sommes tous déterminés à 100% Voilà, et c'est on n'est ça. pas du tout maître de nos vies. Et, On ne choisit pas. et donc tu peux facilement te cacher après derrière ce truc de bon bah j'y vais pas parce que le destin m'a pas encore fait en sorte de, Ouais. et puis finalement c'est une façon ouais de pas y aller, de pas aller pour soi. C'est une façon de pas dépenser d'énergie Mhm. aussi. C'est une façon de se dire que il y a un plan pour soi et c'est rassurant.
Parce que quand il y a un plan, c'est que... Oui, mais c'est remettre ta destinée entre les mains de Dieu, entre les mains d'un parent, entre les mains de l'extérieur. Ce qui peut être bien dans le sens de... je sais que finalement, face au monde, je ne contrôle pas tout et je suis impuissant. Donc j'accepte mon impuissance et je me remets entre les mains de la vie d'une certaine façon. Ce qui peut être une bonne chose, c'est juste que quand ça prend trop de place, ça joue contre toi. Ouais. En fait, tout dépend depuis quel espace c'est fait, tu vois. Mais il faut pas que ça élimine la proactivité. La proactivité, l'envie de découvrir et tout. La curiosité, je pense que c'est ce qui amène le plus loin. Oui, et puis il y a aussi un truc sur c'est pas le bon moment. Moi j'étais là-dedans à une époque où je me disais, à un moment, ça rejoint un peu cette notion de destin, genre à un moment, les planètes seront alignées et j'aurai moins de problèmes, moins de charge mentale, moins de trucs à penser, moins de dépenses, machin. Et donc là, ce sera le bon moment. Mais ça n'arrive jamais. Enfin, c'est se bercer d'illusions que de croire qu'à un moment, la vie sera plus facile. Ça va et forcément donc, être fatigant en fait. C'est vraiment con parce que tu te dis, à un moment, la vie sera plus facile. Et donc, je pourrais aller faire ce travail. Mais en fait, si la vie n'est pas facile, c'est parce que tu n'as pas fait ce travail en fait. Et que tu es en mode survie depuis tout ce temps. Donc fais ce travail, prends les devants, sois proactif, et peut-être que ta vie sera un peu plus simple, un peu plus agréable. Ouais, clairement. T'as autre chose à dire là-dessus ou j'enchaîne? Ouais, non, j'ai autre chose à dire. Moi, il y a un truc qui me vient, c'est du coup, quand est-ce que c'est le bon moment? Moi j'ai fait une grosse thérapie sur moi pendant des années et tout. Enfin, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un de bien plutôt. D'ailleurs, je fais un truc purement sur le sujet. Parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui fait bien le travail avec toi, qui t'accompagne bien. Et donc, c'est compliqué à ce niveau-là. Du coup, quand est-ce que c'est le bon moment? Pour moi, le bon moment, c'est généralement quand on peut plus. Et c'est ça on en revient là. Parce que, en fait, c'est pas que c'est le bon moment. C'est juste que c'est le moment où tu te laisses plus le choix. Parce que tu souffres suffisamment. Voilà. Et que l'humain change principalement quand il souffre. Et donc le bon moment, c'est les moments où finalement tu es épuisé, tu n'as plus d'énergie. Ton système, en fait, toutes ses défenses s'effondrent. Parce qu'il y a un truc de l'ordre de non, de toute façon, là, il faut que quelqu'un me tende la main. Et du coup, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a un truc très impuissant. C'est pour ça que je vous conseille d'aller potentiellement faire le travail avant. Oui, d'anticiper. Mais en même temps, c'est un moment où tu n'es plus sur la résistance et donc tu peux t'ouvrir à autre chose et donc tu peux vraiment faire des belles rencontres si tu tombes sur... Bon, par contre, c'est le moment aussi où tu peux tomber dans des sectes ou des trucs comme ça. C'est le moment où tu es très vulnérable et tu vas voir un psychiatre et il te dit antidépresseur. Et puis 20 ans plus tard, tu es toujours sous antidépresseur. Parce qu'au moment où tu es allé le voir, tu étais vulnérable. Tu cherchais un sauveur qui va te dire quoi faire, et toi tu es là, ah oui, je vous écoute, je vais faire exactement ce que vous me dites parce que j'ai plus la force de résister et de réfléchir. Et on ne dit pas ça en termes d'histoire inventée, les 20 ans. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qu'on a accompagné qui était sous antidépresseur depuis 20 ans, et le psychiatre, qui est médecin donc, ne lui avait jamais dit qu'il fallait faire un travail de fond à côté, c'est-à-dire aller voir quelqu'un au moins pour aller voir son histoire. C'est-à-dire que le médicament ne soigne pas, il endort la douleur. Et donc, bon, ça peut permettre de survivre avec tous les effets secondaires qu'il y a aussi. Mais en fait, au bout d'un moment, si tu vas pas vraiment faire le travail, potentiellement, le médicament, tu t'apprends à vivre avec une béquille. Oui, et puis il y a un truc qui est triste, c'est que survivre, c'est déjà suffisamment désagréable. On n'a pas en plus besoin que ça nous coûte. Genre là il survit à crédit. Il survit et il paye pour survivre. À la limite que tu me dises, moi je paye pour pouvoir vivre et pas être en mode survie pour pouvoir bien vivre, ok. Quand tu me dis je survis et ça me coûte de l'argent, j'ai envie de te dire tu t'es bien fait baiser quoi. Ouais. D'un point de vue capitaliste là-dessus, c'est ce que voudrait le système au maximum. C'est que tu n'aies plus assez de force pour le remettre en question, mais tu aies suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer à travailler. C'est la poule aux œufs d'or, tu vois, ou c'est la vache que tu peux traire jusqu'à sa mort. Quand l'esclave s'effondre dans le champ, peut-être que c'est le moment de lui donner une gamelle d'eau, tu vois. Ouais. Quelle horreur. Non, mais justement, c'est plus faire du goutte à goutte. Comme ça, tu peux continuer à le faire travailler, tu vois. Ça va me faire embrayer sur celui d'après, c'est parfait. Celui d'après, c'est je suis trop fatigué, je suis trop surchargé, j'ai pas assez d'énergie pour m'y mettre. C'est le risque, finalement, d'arriver à ce stade-là. Moi, ça, j'y vois plutôt, entre les lignes, je vois quelqu'un qui me dit non, mais en fait, survivre, ça me va. Je suis pas sûr que je mérite de vivre et de kiffer ma vie, parce que je me l'autorise pas. Donc ça me va de survivre en fait. Donc non, je suis trop fatigué. Je suis trop bien dans mon malheur. Je me suis trop habitué à mon malheur et à ma souffrance pour ne serait-ce qu'envisager qu'il puisse exister un moyen de sortir du mode survie et de vivre enfin, tu vois. Il y a des structures psychologiques qui sont accros à leur propre malheur. N'est-ce pas? Donc oui, il y en a, ça les arrange d'être là-dedans.
C'est horrible de dire ça, hein, mais nos habitudes, enfin l'humain est fait à 90% d'habitudes, globalement, et l'humain et les chiens d'ailleurs, je pense à 95%, donc on n'est pas si loin. Mais bref, l'humain est fait à 90% d'habitudes, et donc ça nous coûte plus de sortir de nos habitudes, même si elles sont pourries, que de faire quelque chose de bon pour nous, bon, qu'on ne connaît pas forcément, donc on ne sait pas encore si ça va être bon. Oui, mais il y a ce truc-là. Il y a un truc qu'on disait souvent aussi, c'est on préfère Une souffrance connue plutôt qu'un que juste l'inconnu, en fait. que juste l'inconnu. On préfère qu'il n'y ait pas d'amour. Si on a toujours connu ça, un environnement où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de bientraitance, Ouais. eh ben on préférera aller vers de la maltraitance qu'on connaît, quelque chose qu'on a déjà expérimenté, dont on a l'habitude. Et donc on est accro à notre malheur. Et comme la résistance au changement, bah, c'est réel et c'est pour le coup une des seules croyances, objections qui a vraiment lieu d'être, la résistance au changement, parce qu'en fait ça parle d'énergie, bah, à cause de ça, on reste englué dans notre malheur. Il y a de l'inertie en fait. Ouais, il faut énormément d'énergie pour changer. Il faut mettre une impulsion. Et le système est globalement en train de t'épuiser en permanence, je parle du système en général, hein, c'est-à-dire que tout est constitué de cette façon-là, les réseaux sociaux, tout ça. Tu regardes la courbe du sommeil qui a diminué en fonction des années, c'est-à-dire l'arrivée de la lumière par exemple dans les grandes villes, l'arrivée de... Tiens, on se dit putain, mais pourquoi les gens sont plus en dépression maintenant ? Mais en fait, il y a des trucs, les réseaux sociaux, on a diminué le temps de sommeil. Avant, il n'y avait pas cette diagnostication. Donc tu peux te dire, bon, bah, c'était moins élevé. Putain, il faut le bordel. Va arracher le câble. Allez, dégage. Donc, je disais, avant, il y avait moins Elle a besoin d'amour. Ouais, c'est ça. Au moins, elle vient chercher pour elle. Ouais. Elle sait, tu vois. Elle n'est pas en train de faire du chantage affectif pour avoir, vous voyez. Et non, du coup, il y a plusieurs biais. C'est-à-dire que les gens sont plus en dépression maintenant parce qu'on diagnostique plus aussi. Oui. Donc on se dit, ouais, ça a énormément augmenté. Sauf que plus l'outil est performant, plus notre capacité et notre compréhension est fine, plus le diagnostic et la statistique augmentent. Donc il y a ce premier point. Mais il y a des trucs. Bon, l'alimentation qui a été complètement dégradée, toi tu pourrais plus en parler, mais perte. Si tu me lances là-dessus, je m'arrête pas. On va faire un tunnel sinon, mais il y a la perte en termes de nutriments, la perte en termes de sommeil avec la lumière, les réseaux sociaux, et tu vois le nombre d'heures. Donc les gens sont épuisés. Et là, c'est pour répondre à je suis trop fatigué et trop surchargé. Et en fait, c'est beaucoup plus dur désormais de se réguler dans ce système qui nous éloigne aussi de notre mode de vie normal. Les grandes villes où on a l'impression que c'est des hôpitaux psychiatriques géants, le truc. On n'est pas fait pour vivre là-dedans à la base, quoi. D'un point de vue évolutif, c'est vraiment une catastrophe. C'est totalement inadapté, ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, du coup, à cause de tout ça, aujourd'hui, c'est devenu plus difficile de redresser la barre et d'inverser la tendance et de sortir d'un cercle vicieux parce qu'on peut s'y enfoncer beaucoup plus profondément. Genre, si ça fait 20 ans que tu vis dans un mode de vie totalement inadapté et en décalage par rapport à ta physiologie et que tu es arrivé à un niveau d'épuisement très avancé et que tu as déjà plusieurs béquilles pour fonctionner à peu près, inverser la tendance, c'est quasiment mission impossible. Ouais, c'est dur. C'est très dur. C'est pour ça qu'une santé saine n'est pas la norme. Ah, c'est devenu l'exception. D'ailleurs, ça c'est compliqué parce que quand tu vas faire des analyses ou des tests, on te compare à la moyenne. Sauf que la moyenne, elle évolue au fur et à mesure des époques. Ouais. C'est le cas pour la testo. Quand tu fais des analyses de testo, on te dit vous êtes dans la moyenne. Oui, mais la moyenne, c'est qui ? Celle des vieux de... Enfin, genre la moyenne maintenant, c'est celle des vieux d'il y a 50 ans. Oui. Genre la fourchette maintenant, elle est constituée par qui ? Elle est constituée par des mecs qui vivent en ville, stressés, malnutris, en manque de sommeil, qui portent des fringues synthétiques, qui bouffent de la merde et qui boivent de l'eau pleine de résidus de pilules, en fait. Bon, bah super. Bref. J'avais envie de dire une anecdote sur la pilule. Sur les femmes, du coup, pissent des oestrogènes dans l'eau. Et du coup, quand tu vas regarder les fleuves, il y a beaucoup plus de poissons femelles parce qu'ils sont irradiés aux oestrogènes. Il y a même des batraciens et des reptiles hermaphrodites. Ouais, à cause de ça ? Bien sûr. C'est marrant, je sais pas. Il y a des crocodiles hermaphrodites dans je sais plus quelle région des États-Unis parce qu'il y a énormément de résidus de perturbateurs endocriniens. Putain, ouais. Ouais, on en est là. On défonce nos environnements. Autre croyance. J'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qu'à marcher. Est-ce que ça peut vouloir dire moi je suis différent ou j'y crois plus parce que ça m'arrange de pas y croire ? Parce que ça m'arrange de pas y croire, comme ça j'ai pas besoin de faire le travail. Il y a des profils psychologiques justement qui se complaisent là-dedans.
que Freud catégorisait d'hystérique à l'époque. Ça a été rebrandé, mais c'est la même chose, juste tu changes le nom pour plus te faire insulter parce que hystérique c'est mal vu maintenant. Ouais, bien sûr. Et c'est hystérionique maintenant le nouveau nom. Ah ouais? Ouais. Et ça a été rebrandé par le DSM. Donc ce manuel oui. de diagnostic. Et donc, bon, je ne sais pas quelle est la validité derrière tout ça et tout, mais en tout cas, moi, de mon expérience et tout, il y a quand même un profil psychologique qui est je veux qu'on s'intéresse à moi, et en même temps, dès que tu t'intéresses trop à moi et que tu ne comprends, je m'en vais, je me casse. Et donc, ça pourrait être typiquement le profil que décrivait Freud en soi au niveau de l'hystérie. Calé d'ailleurs, selon sa description, avec ce que ça vaut, il décrivait le fait que ces patientes allaient justement somatiser. Du coup, c'est pas vraiment simulé parce qu'en fait, justement, il y avait des vraies douleurs ressenties, mais les médecins trouvaient rien et c'était une façon de mettre en échec, selon la narration freudienne, le profil sachant des médecins. Ouais. Enfin bref. Et donc, j'ai déjà tout essayé, ça peut être ce profil de je veux être compris, mais ou je veux que quelqu'un s'intéresse à moi, ou je veux être compris, et en même temps, je veux pas être rejoint. Ça peut exister, il peut y avoir des névroses et des pathos autour de ça, donc c'est aussi un truc à prendre en compte. Mais le truc qui est vrai sur le j'ai tout essayé, enfin j'ai déjà essayé énormément et ça n'a pas marché, c'est le fait que bah, effectivement, tu peux galérer pendant des années et pas trouver celui qui te correspond. Quand je décrivais le truc des hystériques, bah en fait, il y a plein de maladies qui n'étaient pas diagnostiquées. Les médecins se cachaient derrière leur incompétence pour dire. Et en fait, derrière, il y avait par exemple de l'endométriose ou des trucs comme ça parfois. Enfin, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que j'ai dit juste avant. Il y a un autre truc, c'est que plutôt sur l'aspect hygiène de vie, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. En fait, aujourd'hui, déjà, on est bombardé d'informations. On est bombardé d'informations, souvent très contradictoires. Et en fait, souvent, on nous vend la solution miracle. On se concentre sur un truc. Ah, cette fois, la solution à mon problème, c'est l'alimentation. Ah, bah, cette fois, c'est le sport. Ah, cette fois, c'est le stress. Et en fait, on manque de prise de recul, on manque d'une approche globale. Et donc, on ne comprend pas quel est le problème, on n'arrive pas à identifier la cause. On teste des trucs, ça marche pas, ça change rien. Souvent, on aggrave des problèmes et on tourne en rond pendant des années. Et bon, pendant tout ce temps-là, on a réussi à s'occuper cognitivement et à contourner le fait de faire le vrai travail. Et souvent, on est encore plus éloigné de la vérité qu'on l'était au début, quoi. Donc le seul conseil qu'on peut vous donner là-dessus, enfin moi que je m'engage plutôt, le seul conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est le fait ne croyez pas les recettes miracles. Ne croyez pas en ça, parce que c'est la meilleure façon de s'épuiser. C'est c'est le rêve de l'enfant qui se brise à chaque fois. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu vas dans des sectes, c'est des enfants qui rêvent, qui ont besoin de ce papa qui va leur dire je t'entretiens dans ton rêve en fait. Et j'entretiens l'illusion. Jusqu'à ce que l'illusion potentiellement se brise ou que tu passes toute ta vie dans une secte. Non, donc les vendeurs de miracles, faites attention. Clairement. Si c'est trop facile pour être vrai, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau. Tout le monde, même la meilleure des personnes, avec la meilleure des formations, avec la meilleure des compétences, ne sera pas forcément apte à vous accompagner, vous. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il y a un truc de l'ordre de la relation. Tout comme tu peux pas trouver n'importe quelle personne qui va t'accompagner et faire un travail sur toi, tu peux pas te mettre en couple avec n'importe qui. Oui. C'est pareil. Même si la personne est incroyable et tout ça, elle vous correspondra peut-être pas. Ça se trouve, son odeur corporelle va vous déplaire et ça marchera pas. Mais en plus, pourquoi pas, tu vois ? Ça m'est déjà arrivé. C'est trop cher. C'est trop cher pour moi, c'est pas dans mon budget. J'ai des priorités, quoi. Premièrement, ça peut être vrai, dans le sens c'est trop cher, c'est-à-dire que t'as pas forcément d'abondance ou t'as pas forcément les moyens. Moi, ça a toujours été le premier endroit où j'ai investi, dans le sens où je me suis dit c'est sur moi, les formations, merci. L'accompagnement, le fait de me faire accompagner, le fait de me former. Enfin, pour l'instant, 80% de ce que j'ai gagné a toujours été investi dans moi, dans le fait de trouver et de me former toujours au mieux. Donc ça, c'est ma quête personnelle, voilà, ça concerne que moi. Mais il y a un truc à ce niveau-là où le sentiment de tranquillité et justement l'abondance que ça peut créer derrière vaut 1000 fois, selon moi. En tout cas, moi, ça vaut 1000 fois l'investissement que j'ai fait. Ouais. Et en plus, c'est pour toute la vie. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait, une fois que je l'ai fait, quoi. En fait, quand tu manques d'estime de toi-même, tu n'arrives pas à concevoir que tu puisses investir en toi.
et que ça puisse être rentable. Mais non seulement ça peut facilement être rentable, mais en plus c'est très pérenne. C'est-à-dire c'est à peu près le seul. Si tu te considères comme un actif, au même titre qu'une action en bourse ou qu'une entreprise ou qu'un bien immobilier, bah, il n'y a pas plus pérenne que toi-même, quoi. Enfin, tu seras toujours là avec toi, Ouais. tu devras toujours dealer avec toi-même. Donc investir en soi, de mon point de vue comme du tien, bah, c'est le meilleur investissement. Encore faut-il avoir conscience que c'est un investissement et pas une dépense, et pas une perte sèche. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'estimes pas, alors tu n'auras pas l'impression, tu ne prendras pas conscience que tu investis sur toi. Mais si tu le fais vraiment, en tout cas si tu investis dans ce genre de travail, il y a des chances que tu réapprennes à t'estimer et à t'aimer. Donc peut-être qu'au début, tu n'auras pas conscience que c'est un investissement, et au fur et à mesure, si le travail est bien fait, bah, tu en prendras de plus en plus confiance. Et tu vas vraiment l'intégrer et en être convaincu. Et en fait, ça sera même plus juste des investissements. Ça sera des cadeaux que tu te feras. Ouais. Tu vois, Oui. ok, je coûte combien? Ça marche, je paye, tu vois. Tu sais, c'est les deux logiques. La logique du pauvre, c'est j'économise parce que je sais pas si ça va rentrer et tout ça. Et la logique du riche, c'est je regarde combien ça coûte. Ok, bon bah si ça coûte un peu cher, je vais faire en sorte de gagner plus. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que pour moi, il y a le premier niveau où j'investis sur moi uniquement si c'est rentable, parce que d'un côté, je me traite encore un peu comme un objet, et je m'aime que si je suis capable et que je fais. Ouais. Et en fait, quand je m'aime pour ce que je suis et que je suis dans un vrai amour de moi, je suis plus en train d'investir. Je suis en train de me faire des cadeaux. Et là, j'accepte de dépenser et de perdre de l'argent ou de l'énergie pour moi. Mais souvent, les choses se font dans un certain ordre et avant d'être capable de dépenser pour soi, il faut être capable d'investir pour soi déjà. C'est la première étape, ouais, je pense. Et l'étape encore avant, c'est je suis capable de dépenser uniquement dans les trucs qui me permettent de me détruire, tu vois. Genre, ok, je vais dépenser 20 balles pour une bouteille de Sky, mais par contre, pour Bah, me faire du bien, non. Ça me sert de palliatif. Mm. L'alcool, c'est un anxiolytique, Ouais. ça agit sur les GABA, c'est des neurotransmetteurs. Mm. Ça fonctionne à court terme, voilà. Et on en a plein des anxiolytiques comme ça. Les réseaux sociaux, ça peut être considéré comme une forme d'anxiolytique. Je compare pas l'addiction à l'alcool et l'addiction aux réseaux sociaux, hein. Mais voilà, donc c'est les premières étapes, c'est de prendre soin de soi comme ça. Et c'est une forme de, vraiment, en plus pour moi, c'est une forme de façon de prendre soin de soi. C'est dégueulasse sur le long terme, mais sur le court terme, ça marche. Et donc quand t'as rien, finalement, la weed, ça a un côté où ça permet la sérotonine et ça te permet Ouais. de donner de l'amour. Ça rejoint cette notion de toute addiction a un rôle à jouer, et donc elle n'est pas fondamentalement nocive et mauvaise. Elle est là pour t'aider à trouver un équilibre. Bon, cet équilibre-là, est-ce qu'il est, Il est est-ce pas qu'il te pérenne. permet de vivre ou est-ce qu'il te permet tout juste de survivre? Ouais, c'est ça le bémol, quoi. C'est que t'es plus en mode survie en général quand tu fais ça que en mode vie. Bon, après, voilà, tu peux boire sans être dans cette logique-là aussi, quoi. Ensuite, cette idée de ça correspond pas à qui je suis. Bah, me faire accompagner par quelqu'un, c'est pas moi. Ça correspond pas à mon identité. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'indépendant, ou moi je suis quelqu'un de fort, j'ai pas besoin de ça. La faiblesse, je connais pas. Ou surtout ces deux notions-là. Je suis quelqu'un d'indépendant et je veux le rester, et je suis quelqu'un de fort, j'ai pas besoin de ça. Le côté indépendant, moi, je trouve ça très bien. C'est des gens qui essayent d'être un petit peu autodéterminés avec toutes les limites qu'il y a à ça. Et les limites qu'il y a à ça, ça peut être le fait qu'au bout d'un moment, tu as besoin d'altérité pour aller voir tes angles morts. Et bon, ça peut être des amis, mais au c'est le bout d'un côté, moment, les amis n'ont pas forcément le bagage pour comprendre tout et pour identifier les patterns nocifs. Et pour avoir le cran de te dire ce que t'as pas envie d'entendre aussi. Ouais, parce que c'est compliqué. T'as quelque chose à perdre en fait dans le thérapeute, quand le thérapeute ou la personne que tu vas voir quand tu te fais accompagner, t'as rien à perdre en fait. Au pire des cas, ça se passe mal, tu le revois plus, quoi. Ouais. On s'en fout. C'est une relation. Et c'est pour ça que c'est un endroit où tu peux rejouer tes trucs en étant tranquille, parce que le mec est censé encadrer ce que tu vas rejouer, parce qu'il a le bagage pour, il va comprendre, il va te cadrer, et puis il va te permettre de ne plus rejouer en boucle tes mêmes scénarios. Donc même les personnes les plus intelligentes, les plus fortes, au bout d'un moment, ils ont pas le. Chacun a l'angle mort de sa structure. Et donc s'il n'y a pas quelqu'un qui vient regarder pour toi ces angles morts et qui a suffisamment de force pour t'encadrer, parce que c'est une force en fait de se faire encadrer. On parlait hier avec elle disait qu'elle avait vu une thérapeute pendant longtemps et la thérapeute a fini par lui reprocher qu'elle avait pris le contrôle du cadre. Mais c'est
au thérapeute en fait dans ce truc-là et il a expulsé sa responsabilité en disant bah oui mais t'as pris le contrôle de mon cadre. Ouais. Mais peut-être parce qu'elle rejoint un truc en fait et c'est à toi de le cadrer à ce moment-là. Enfin c'est bref. Ça rejoint Moi, ça m'énerve. ce qu'on disait avec Julien dans la vidéo qui s'appelle QI plus de 130 et accompagnement. Cette idée que quand tu as beaucoup de ressources cognitives, bah, tu auras plus de moyens pour te défendre que la moyenne, et donc ce sera plus difficile pour la personne qui t'accompagne de te recadrer et de ne pas se faire duper par toi. Parce qu'en fait, au fond de nous, on n'a pas envie de faire ce travail. Il y a toujours une part de nous qui n'a pas envie parce que c'est inconfortable. Et donc si on en a les moyens, si on en a la ressource, on va se jouer de la personne qui nous accompagne, on va le duper, on va le mettre dans le rétro et on va l'esquiver en fait. Donc oui, c'est une vraie compétence de réussir à encadrer ça. Et oui, c'est le truc que tu as dit par rapport au témoignage de Julien, c'est il faut quelqu'un de suffisamment fort, donc qui te dépasse dans la compréhension émotionnelle et cognitive pour qu'il puisse te suivre et te mettre les limites. Parce que sinon ça sert à rien, tu le sèmeras. Ouais, parce qu'on est fait pour économiser de l'énergie, économiser du glucose. On est fait clairement pour ça. Et donc on va tout faire pour ne pas faire bouger notre structure, pour simuler le fait de la faire bouger à la limite quand on est trop mal. Donc tu changes l'habit mais tu changes pas le fond. C'est vraiment ça, tu changes le décor, tu changes tu rebraines le truc mais à l'intérieur il y a le même contenu. Et donc notre structure est constituée de cette façon où quand on fait le travail tout seul sur nous, en général on va faire du rebranding et non pas un vrai travail de fond où tu vas voir ce qui est mal installé, là où tu as besoin de te faire coacher, là où tu as besoin de te faire accompagner. On va choisir la solution de moindre effort parce que c'est la solution qui dépense le moins d'énergie et qu'en fait notre système, encore une fois, n'en a rien à foutre d'être heureux, il veut juste dépenser moins d'énergie. Donc on va privilégier ça plutôt que le vrai changement parce que le vrai changement il est coûteux énergétiquement. Et donc si tu n'as pas quelqu'un qui est suffisamment bon pour t'encadrer, un coach ou n'importe qui, bah, au bout d'un moment, tu lui mettras une pointe et de toute façon, tu rebranderas les trucs avec lui. Tu seras content d'avoir rebrandé, mais tu n'auras fait que rebrander en fait. Tu n'auras pas fait le travail. C'est ça. Donc voilà, trouver des personnes qui soient suffisamment fortes. Du coup, on a déjà un petit peu répondu à la suivante. C'était le je m'en sors très bien tout seul. Il y avait cette notion de. Tu m'avais dit ça, j'ai peur que quelqu'un me juge en fait. Quelqu'un qui dirait ouais, je m'en sors très bien tout seul. Ce que tu as dit par rapport à la faiblesse avant. Le fait, il y a des personnes qui sont en évitement de leur faiblesse. Ouais. Bah, j'ai peur que quelqu'un me juge, bah, c'est un parfait évitement de sa faiblesse, encore une fois. Et pour pas que quelqu'un d'autre, justement, te dise regarde au bout d'un moment. Ouais. Regarde ce qui se passe réellement. C'est pas parce que tu ignores le fait que tu es faible que tu ne l'es pas, en fait. Ça n'a aucun sens. Moi, je préfère quelqu'un qui est bien à l'aise avec sa faiblesse, avec sa perversion, avec ses idées noires, avec tout ça, avec toute son ombre, en fait. Que quelqu'un qui annonce qu'il n'y a pas tout ça chez lui. Quand tu fais un travail sur toi, tu te rends compte que c'est pas que le monde des bisounours à l'intérieur, quoi. Bon, il y en a plus que d'autres, mais voilà. Tu vois, je me rends compte que moi j'étais là-dedans. Je me racontais que de toute façon les psys ils étaient trop cons, qu'ils n'allaient pas me suivre et que j'allais perdre mon temps. Et j'avais peut-être raison pour la plupart d'entre eux. J'allais dire des trucs du genre je m'en sors très bien tout seul et je vais faire le taf moi-même. Mais au fond, il y avait ça, j'ai peur que quelqu'un me juge. Et c'est le moment où j'ai rencontré quelqu'un et j'ai discuté des heures avec, et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était capable de désigner le problème sans juger, que je me suis senti en confiance et que je me suis dit là je peux y aller. En fait, tout accompagnant, s'il fait pas un travail trop dégueulasse, arrête le jugement. C'est-à-dire que s'il va vraiment dans le fond de l'humain et qu'il comprend le fonctionnement de l'humain, il arrête de juger parce qu'il comprend le manque de puissance, donc l'impuissance qu'on a face à notre propre structure psychologique. Et donc quand tu comprends vraiment comment c'est foutu à l'intérieur, t'arrêtes de juger, quoi. Enfin, je dis pas que j'arrête de juger dans le sens où pour rigoler, ça m'arrive avec des potes de juger ou ce genre de truc. Mais objectivement, au fond, j'en pense rien dans le sens... mais tu peux faire autrement. Voilà, je sais l'impuissance qu'on a face à nous-mêmes et face à la vie en général. Et donc, au bout d'un moment, comme je connais suffisamment bien les mécanismes et les ressorts, je me dis, je ne juge pas les gens que j'accompagne, à aucun moment. Tu sais, c'est ouf, je le couperai peut-être au montage, et encore, c'est pas sûr. Et je réalise en le disant que j'avais besoin de trouver quelqu'un, déjà qui soit un homme, et dont je sais qu'il n'allait pas me juger, parce que le pattern que j'avais, c'était que j'avais tout le temps été jugé par mon père, et que quand je ne faisais pas bien, ou que je n'étais pas assez, ou peu importe, bah, je me sentais jugé.
Et donc je voulais absolument Ok. éviter ça. Ouais. Et une fois que j'ai trouvé ça, je me suis dit là je peux y aller. Et là j'ai besoin. Et là je me connectais à mon besoin. C'est un truc que la plupart des gens vivent, c'est la peur d'être vu, Bah oui. en fait. Je ne veux pas être vu, parce que tant que je ne suis pas vu, tu ne peux pas me juger. C'est Donc je ne exactement me ça. montre jamais, et je peux toujours être face à moi-même, dire de toute façon, j'ai pas été, je me suis pas montré et tout. Donc d'un côté, tu te fais jamais juger pour ce que t'es, c'est un avantage, mais d'un autre côté, tu peux jamais être vu, donc jamais être aimé. Hein, c'est ça le truc final. C'est violent en fait. C'est vraiment pirouette sur pirouette sur pirouette. Ah bah, on est fait pour ça, hein. Juste pour Économiser de esquiver. l'énergie. Mais en fait, là, on en économise même pas. Ben, et sur le long terme, non. La passoire Mais est trouée. sur le long terme, non. Mais le corps humain, toute notre structure, n'a pas une vision long terme, en fait. Ouais. A une vision court terme. Oui, parce que le concept d'économie d'énergie, c'est quelque chose d'instinctif. Et l'instinct, il vit là maintenant, quoi. Ouais, il vit pas demain. C'est le mental qui projette. Enfin, c'est très rare, en réalité, Ouais, Enfin, bref. ouais. Next. Next. Ça, là, je l'aime bien. C'est. Alors, oui, imagine, on est en appel, tu sais, c'est très intéressant tout ça. Je sens que j'en ai besoin, mais putain, j'ai d'autres problèmes qu'il faut que je règle avant, là. Et je pense que quand je les aurai réglés, je pourrais m'attaquer à ça. Il y a encore un petit peu cette notion de c'est pas le bon moment. Et il y a aussi ce délire de toute façon, je peux pas me faire passer en premier. Je dois d'abord régler des problèmes avec ma famille, avec ma société, avec ceci, avec cela, avant de pouvoir m'occuper de moi. Là, tu vois que là, il y a une inversion de la vie. C'est je gère d'abord l'extérieur avant de m'occuper de moi. Ouais. C'est les choses sont faites pour être à notre service dans la vie en général. C'est-à-dire nos idées, nos objectifs, le monde matériel est fait pour être à notre service. On n'est pas fait pour être l'esclave de ce monde. Et de toute façon, si tu es l'esclave de ce monde, les gens vont se dire mais attends, mais les autres gens ne sont pas à ton service, qu'est-ce qu'ils racontent et tout ça. Je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que de toute façon, si tu te mets pas à la première place, tu pourras pas réellement t'occuper de l'autre. Ouais. Donc c'est un égoïsme qui rapporte en fait. Ah, Un égoïsme si tu n'as pas cette démarche d'égoïsme, tu le feras payer à l'autre, de toute façon. c'est le principe des gens de gauche qui sont intolérants. C'est le principe, oui, c'est le principe je suis bon avec l'autre, je raconte que je suis bon avec l'autre dans l'idée, mais dans les faits, il n'y a rien. Donc c'est le même pattern. Ouais. C'est d'abord pense à toi, crée un truc pour toi, un confort pour toi, et après si tu as de l'abondance, si tu as un peu plus à manger, tu Ouais. vois, à la fin de ta journée, tu as une barre de chocolat en plus, bah, va la donner à ton voisin. Voilà. Mais tant que tu n'as pas créé cette abondance, bah, et sinon ce que tu fais comme démarche, si tu n'as pas cette forme d'abondance, c'est que tu vas prendre l'abondance du voisin pour donner à l'autre voisin. Du coup, tu as toujours le beau rôle. Tu as le beau rôle de celui qui donne, mais tu n'as jamais rien créé. Ouais. Donc au bout d'un moment, c'est à toi d'aller créer une forme d'abondance pour pouvoir donner. Tu peux que donner quand tu as. Si tu n'as rien obtenu dans ta vie, si je donne l'argent de mon papa, Ça s'appelle j'ai du pas vol. voilà, c'est ça. Si tu crées rien et que tu donnes, ça veut dire que tu as pris à quelqu'un en fait. Ça veut Oui. dire que tu n'as Donc, pas respecté le il droit y a naturel. une forme d'autonomie à créer Mhm. avant de pouvoir commencer à donner. Moi, ça m'inspire un truc aussi. Quand quelqu'un me dit je dois d'abord régler mes autres problèmes avant de me concentrer là-dessus, ou avant de m'occuper de moi, j'ai envie de lui dire mais en fait, si tu as autant d'autres problèmes à régler dans ta vie, à mon avis, la cause de ces problèmes, c'est que toi. Tu t'occupes pas de toi. C'est toi en fait. Oui. Si tu étais déjà bien avec toi-même, Mhm. la plupart de ces autres problèmes se seraient déjà dissous en fait. Ils auraient déjà disparu. Donc tu prends le problème à l'envers. Pas du fait que l'environnement est sous ta responsabilité, dans le sens où, au bout d'un moment, si tu as une famille dégueulasse, tu as une famille dégueulasse. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que tu te traites suffisamment bien pour aller là où c'est bon Voilà. pour toi. Et donc finalement, les endroits où ça ne peut pas changer, en te prenant en compte, bah, tu t'en vas et tu vas à un endroit C'est où il y a ça. de la place pour toi. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement qui est source de plein de problèmes, ça veut dire que tu n'as pas été suffisamment proche de toi, tu n'as pas su suffisamment t'aimer pour changer d'environnement et aller là où il y a déjà de l'amour, Ouais. comme dirait Bascar. Si tu veux qu'on t'aime, bah, Il suffit si tu d'aller veux là de où l'amour, va là où on t'aime déjà. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, bah, ces gens-là, je leur dis, cette croyance-là indique justement que tu as particulièrement besoin de faire le d'être travail. aimé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a oublié Ouais, le petit. J'ai besoin d'avoir plus de certitude avant d'y aller, ou il me faut plus d'informations, ou j'aimerais savoir plus précisément comment ça va se passer. Ouais. Tu vois
J'ai besoin de précision. J'ai besoin de savoir. Parce que je peux pas me lancer dans l'inconnu. Bah, j'aurais envie de troll cette personne en disant mais parce que tu sais ce qui va se passer demain? Non. Donc déjà, t'as beau avoir les meilleures statistiques, les meilleurs. En fait, t'en sais rien, tu peux te faire défoncer par une voiture, il y a n'importe quoi qui peut se passer en fait. N'importe quoi. C'est pas parce que t'as un modèle que t'as tant de. Au bout d'un moment, la sécurité est une forme d'illusion. Tu peux te créer statistiquement une forme de sécurité, mais en fait, ça n'empêche pas l'insécurité de rentrer dans ton environnement. Et c'est pour ça que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un sentiment de sécurité intérieure qui soit bien installé. Voilà. Parce que sinon, tu te sentiras en permanence stressé. Et dans le pour monde. avoir un sentiment de sécurité installé, faut être à l'aise avec l'insécurité. Ouais. Parce que tant que tu te racontes que tu es en train de te sécuriser et que tu crois au premier degré que tu es en train d'éviter tous les problèmes, c'est que tu es en train de te mentir à toi-même. Donc, c'est très bien de se renseigner avant de ne pas forcément tout faire en mode impulsif, hein, d'y aller à tâtons et d'aller regarder. Mais au bout d'un moment, c'est justement parce que tu n'es pas à l'aise avec l'insécurité. Mais d'ailleurs, c'est sur quoi jouent les assurances ou ce genre de trucs. Parce que quand tu regardes statistiquement, en fait, il faudrait pas prendre d'assurance la plupart du temps. C'est juste, sinon ça marcherait pas, en fait. Sinon, le métier d'assureur ne marcherait pas. Ça veut dire qu'ils le y principe gagnent. même des assurances exploite la plus grosse faille de l'humain. Oui. Donc il y a ce truc-là. Il y a il y a aussi un truc, c'est que on se raconte qu'on est rationnel. On se raconte qu'on fait nos choix de façon rationnelle. Donc, par exemple, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui, avant de prendre une décision, C'est bon. j'ai quelqu'un dans ma famille qui, par exemple, avant de prendre une décision, fait un tableau Excel, met tout et tout, il va tout trier, l'ordre de prix, tout ça. Mais c'est un psychopathe de la rigidité là-dedans. Ouais. Bon, tu es sûr qu'il y a de la rigueur. C'est cool à ce niveau-là. Si tu cherches de la rigueur, c'est bien. Par contre, en fait, quand tu regardes au niveau de ce qui se passe en général, c'est l'émotion qui prend le contrôle au final, qui prend la décision. Les gens, quand on regarde les études là-dessus, reviennent sur leur premier choix en général, où émotionnellement, en fait, ils avaient le plus d'attache et ils s'étaient dit « Ah oui, c'est lui », en fait, et ça va jouer que au biais de confirmation ou ce genre de truc. Donc, Fais confiance à ton élan initial. aussi, ouais. Moi, il y a un dernier truc qui me vient. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Non, mais en plus, ça marche très bien, tu vois. Même dans le cas où, en fait, tu te serais gouré, bah c'est pas grave, toutes les autres fois, t'aurais esquivé un truc de merde. Et puis, le fait de t'être gouré permet de faire ce que la nature fait depuis 4 milliards d'années, à savoir de laisser erreur. Et donc, il faut arrêter de croire que c'est possible d'arriver à un niveau de certitude complète, à un niveau de certitude totale. Ça n'existe pas. Et encore une fois, prenons l'exemple de la vie elle-même. La vie, c'est de laisser erreur, et ensuite on ajuste à chaque fois. On ajuste la trajectoire. Si la vie fonctionnait par certitude, je sais pas où on en serait, quoi. Ben, on en serait toujours dans les cavernes. Hein. Mais même pas, on serait encore des reptiles avec des branchies. Ouais. Donc laisser erreur est ce qui est de plus efficient. Et si tu n'en es pas encore convaincu, si tu l'as pas encore intégré, si tu l'incarnes pas encore, bon, essaye au moins de l'intégrer intellectuellement dans ton modèle, quoi. Un des plus gros, pour moi, pièges de la modernité, c'est de nous avoir fait croire que le mental était au-dessus de tout, et donc que l'émotion et l'instinct, c'était de la merde. Ouais. Que le mental était un bon maître et que les deux autres étaient des esclaves, c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse, ouais. C'est plutôt l'inverse, parce que En fait, c'est les parties de nous qui sont les plus vieilles et qui ont leur importance, même sans faire de hiérarchie en fait, parce que c'est un peu abruti de faire une hiérarchie. mais pas besoin de hiérarchiser, juste l'expérience. Chaque chose a son importance. Regarde, c'est comme si tu disais, dans une entreprise, il y a un petit jeune qui est arrivé il y a 2 mois, il y a un mec qui a 20 ans d'ancienneté et il y en a un qui a 40 ans de boîte. Pour prendre des décisions stratégiques, tu fais confiance à qui? Classiquement, celui qui a 40 ans voilà. d'expérience. Celui qui a 40 ans d'expérience, c'est l'équivalent de l'instinctif, on va dire du cerveau reptilien. Celui qui a 20 ans de boîte, c'est l'équivalent de l'émotionnel et du cœur, du cerveau limbique. Et celui qui vient de débarquer, qui a 2 mois d'expérience, bah, c'est le mental. Il va apprendre la méthode, il va apprendre les règles, il va... Donc c'est complètement con de considérer le mental comme le bon maître à penser. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est qu'un process parmi d'autres. Et en plus, le mental arrive à des idioties pas possibles, comme le fait que, tu vois, la science ou la philosophie va se poser des questions
sur des trucs où à la fin la question c'est, tu vois, est-ce que la tomate c'est, non je sais plus, c'est les tomates, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Ça se bouffe à la fin. Est-ce qu'on dit le ou la Covid? Ouais, tu sais, tu vois, tu sais, les gens qui vont mettre le mental en maître, ils vont mettre la science généralement en maître, et ça va être des trucs, tu sais, où tu peux plus, tu sais, à la fin tu peux arriver à prouve-moi que c'est bien ta main, tu vois. Bon, enfin, on joue pas à ça en fait, ça sert à rien, tu vois, ça fait partie de mon corps. On peut en débattre pendant 8 heures, mais à quoi ça sert, tu vois. Et donc l'instinctif est fait pour pallier à ce truc-là de, bon, au bout d'un moment, on ne pose pas la question à quoi ça sert, on y va. On y va, quoi. Moi, je dis allons-y, quoi. Allons-y. Ben écoute, je crois qu'on va terminer là-dessus. On refera peut-être une autre vidéo de ce type pour cette fois répondre vraiment à des objections. D'ailleurs, si vous avez des patterns d'objections ou de croyances que vous pensez limitantes ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Du coup, nous, on pourra peut-être refaire une vidéo sur décrypter qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Bon, on n'est pas en train de dire qu'on a la vérité absolue là-dessus et qu'on sait exactement ce qui... C'est des patterns, c'est des grandes lignes. Oui. Donc, bon, on vous fait confiance là-dessus de toute façon. Oui, il y a peut-être des trucs auxquels on n'a pas pensé, qui nous ne seraient jamais venus, mais on n'est pas à l'abri de découvrir des trucs. D'oubli. Ouais. Ok, on termine là-dessus. Bah, c'était un plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous voulez nous échanger avec nous directement, comme d'hab, sous la vidéo, il y a un lien pour réserver un appel directement. Bah voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas des enfants, je vous laisse vous démerder. Ciao! À la prochaine.